Et moi, aujourd'hui, je me ressource de ces moments-là pour protéger la liberté de la moto. La moto, c'est expression de liberté. Et on ne se rend pas compte qu'on est dans une société qui nous rogne les libertés tous les jours un petit peu plus. Et on ne s'en rend pas compte, parce qu'on vous le dit, c'est pour votre bien. Mais je m'en fous, mon bien. Et sans arrêt, on veut vous convaincre que non, ça, il ne faut plus faire, il ne faut pas fumer, il ne faut pas boire, bon, très bien, il ne faut pas se droguer, encore mieux. Mais merde, mais la moto, non, n'y touchez pas, c'est un espace de liberté. Pourquoi on veut contraindre? C'est terrible. Et moi, toutes ces motos-là, c'est des souvenirs de liberté, où on a l'impression de vivre. Et ce n'est pas une question d'avoir un compte en banque comme ça ou comme ça. Non. 2 litres d'essence là-dedans, tu prends ta dose de 20 bornes, t'en as pris plein les mirettes. Pourquoi il faut freiner ça? Pourquoi il faut contraindre les gens? Pourquoi cette liberté-là ne devrait plus être accessible? Au nom de quoi? Et donc moi, je suis désolé, mais au titre de passer pour un vieux mohican, j'en ai rien à foutre, je trouve que c'est pour la bonne cause. Donc ça, j'ai envie de le préserver pour mes enfants, mes petits-enfants, qu'ils le vivent. Et parce que ça vous construit une vie. Celui qui pige, tu vois, celui qui pige cette sensation, celui qui est sensible, celui qui comprend comment être en connexion avec sa moto, sentir sous les fesses qu'elle vit. Une moto, ça communique en permanence. Quand tu as développé cette sensibilité-là, d'abord tu te fais plaisir, tu profites de l'environnement dans lequel tu es, tu profites pleinement de l'instant, et en fait, tu es attentif aux autres. Parce que quand tu es capable de développer cette curiosité à rouler sur une moto, tu vas avoir la même curiosité vis-à-vis des gens, vis-à-vis des autres. C'est une formidable école de vie, la moto. Et donc, pourquoi faudrait péter ça? Au nom de quel règlement? Les gens sont cons. Et ceux qui te les font, en général, c'est ceux qui n'ont pas connu. Hein. Donc c'est pour ça que ceux qui connaissent, il faut le protéger. Donc, moi, j'essaie de le faire. Mais voilà, moi, la BM, c'est tout ça. C'est tout ça. Après, là, ici, j'ai une TRX. Alors, la TRX, c'est une drôle d'histoire parce qu'en fait, on fait la TDM en France, qui est un succès commercial, et qui même, ça c'est un de mes regrets professionnels, a été tellement un succès qu'avec Jean-Claude Olivier, on s'est laissé emmener bêtement, parce qu'à l'époque, on avait la Super T 750 et puis la TDM 850. Et en fait, les deux motos cohabitaient, hein, comme aujourd'hui une Ténéré et une Tracer. Et le Japon nous a dit non, mais on ne peut pas garder les deux. Il faut que vous fassiez un choix. C'est soit la Super T, soit la TDM. Et vraiment, c'est peut-être un de mes seuls regrets. On aurait dû batailler et dire non, il nous faut les deux. Foutez-nous le moteur de 850 sur la Super T et il faut garder la Super T. Et en fait, on ne s'est pas rendu compte qu'on donnait à BM et à GS le segment. Parce qu'à l'époque, ils se vendaient 2 Super T pour une GS. On était archi dominants. Et comme des cons, on s'est laissé emmener. Comme des cons. Parce que c'est la TDM, alors elle a fait une belle carrière. Mais ensuite, quand il a fallu relancer la Super T, presque 20 ans plus tard, on repartait de loin, là. Et c'est trop dommage. Donc, la TRX, c'était sur la base de ce moteur de TDM, qui avait ce bon couple, qui était quand même un bon contracteur sympa. Et on s'est dit, pourquoi pas faire une sportive avec ça? Pas une super sportive, mais une sportive. Et je me souviens qu'on avait été essayé, parce qu'on avait poussé le Japon, à se dire, essayons de faire un truc. Et on était près de Bandol, et on l'a essayé. Les Japonais sont venus avec un camion, discretos, et il y avait une TDM, une BM R, je ne sais pas quoi de l'époque, une R 1100 ou R truc, une Ducat 900 SS et la TRX. Et j'étais avec Christian Caillon, qui était notre chef d'atelier et qui s'occupait des motos du Dakar. Je ne sais plus qu'il y avait d'autres, on était 3 et on a fait une journée de roulage avec les 4 motos. Et après, on s'est dit, c'est quand même bien, il faut qu'on la lance. Et donc, on l'a sortie, on a fait la coupe ou le challenge, le trophée TRX qui était à côté de la coupe XJR Cup. Et on a fait 2 saisons, on l'a mis sur un circuit. Moi, j'ai fait le bol d'argent avec, qui était vraiment une moto sympa, plaisir. Et quand un jour, j'en ai vu une d'occasion, pas trop chère, qui était bien dans son jus, je me suis dit, ça aussi, je prends, on verra bien, mais ça rappelle trop de bons souvenirs. Donc, voilà, je suis encore dans mon émotion de 2 temps encore. Je ne suis pas encore complètement basculé là, mais ça va venir. Ça va venir. Mais c'est une moto sympa. C'est une moto sympa. Et tous ceux qui ont roulé avec gardent beaucoup d'affection pour cette moto. C'était vraiment une moto rigide, sympa, qui donnait une bonne information.
et avec lequel on pouvait rouler sur un bon rythme, sur une route col des Alpes. Ça marche, hein, ça marche. C'était une bonne moto. Et puis ça, c'est XS 650. Donc là aussi, pareil, c'est Madeleine de Proust un peu. Parce que, je vous l'ai dit, papa faisait de la moto, les oncles faisaient de la moto. Et j'ai un de mes oncles qui était Bonneville. Bon, donc il avait une Triumph Bonneville, sauf qu'il finissait jamais ses périples. Enfin bon, il y avait toujours un truc, une bonne excuse. Et donc, quand Yam sort la 650 XS, deux raisons, il se dit je vais aller pour finir mes voyages. Donc il a acheté la XS. En fait, il en était amoureux. Et il a trouvé cette moto géniale parce que c'était une bonne ville avec la fiabilité et avec une facilité et puis déjà avec des freins, etc. Et donc c'est une moto, moi qui m'a marqué parce que j'avais déjà 13-14 ans. Et puis lui, il était plus cool que papa, donc il me disait vas-y, tu peux la démarrer, tu veux faire. Et puis moi je faisais croire que je savais conduire. Bon. Donc il me la laissait un peu. Donc je commençais à rouler avec. Et puis, je me suis toujours dit, un jour, ce serait sympa que je arrive à m'en racheter une. Et mon ami Gérard Roland, Quercy Moto, un jour, vend une XS, mais qui n'était pas, parce que celle-là, elle est dans la livrée des XS2, donc 73-74, à l'époque où il y avait juste le simple disque. Et Gérard avait une XS qui était plutôt de fin de génération, de 78-79, qui avait le mérite d'avoir le double disque, et donc déjà un tableau de bord plus moderne, mais que je ne trouvais pas aussi nostalgique que ma XS2. Et alors, connaissant la qualité de Gérard, c'était la moto de son frère, il adorait son frère, et il m'a dit, écoute, ça me ferait plaisir de te la vendre à toi, etc. Donc je lui rachète, et je roule avec, parce que la moto, elle est première main, 18 000 km. Donc, bon. Et donc je roule avec et tout, je trouve ça super sympa. Et un jour, je partage avec Christian Caillon à l'atelier en disant, j'adore cette moto, mais ce qui est con, c'est que moi, ma Madeleine de Proust, c'est la XS2, c'est pas celle-là. Je dis, attends, on va s'arranger. Écoute, il a été super, puisqu'il y a passé 1 an et demi, parce que le réservoir de la XS2 est plus long que la XS2. Donc, c'est pas juste plug and play, là. Donc, il a fallu changer les accroches, l'ancrage de la selle, les caches latéraux, etc. Et il m'a fait une XS2 sur la base de cette XS78. Donc, c'est que du bonheur, parce que j'ai un double disque, j'ai une moto plus moderne, mais avec la position, le look et mon émotion de ma XS2 13 ans et demi, quoi. Donc, et ça, c'est une super moto. Super moto qui est un peu dans cette philosophie. Et moi, j'aime l'idée de garder très vivante cette émotion de ces motos des années 70, qui ont quand même été les motos qui ont révolutionné le monde de la moto, après l'époque des européennes première génération, et qui ont lancé cette dynamique où la moto était, entre guillemets, à la mode. Dans les années 70, il n'y avait pas un chanteur qui ne se montrait pas sur une moto, même s'il ne savait pas rouler. Mais parce que c'était, waouh, c'était branché de rouler. Et c'est ces motos-là, par leur caractère, leur bruit, leur émotion, la simplicité de leur design, qui ont séduit une nouvelle génération. Et moi, j'aime la pureté de leur design, de leur beauté, c'est des lignes simples, etc. Et j'aime qu'on s'en inspire. Alors, on ne s'en inspire pas toujours assez, je n'ai pas toujours suffisamment de conviction pour les designers, mais j'aime me ressourcer avec ces motos-là. Parce que pour moi, elles sont l'âme de ce que l'on doit encore savoir faire aujourd'hui en 2020. Et je trouve c'est important de garder cette colonne vertébrale. Après, ça ne retire rien que tu roules aujourd'hui sur une R1 ou une MT-09, tu es scotché par la capacité de la moto, la manière dont tu peux l'emmener, très bien. Mais il faut qu'il y ait encore de l'ADN de ces motos-là dans ce qu'on fait aujourd'hui. Enfin, moi, c'est ma philosophie en tout cas. Ouais, alors, je me retrouve, bon, voilà, passionné. 12 ans, je pique les mobylettes des oncles et des cousins qui étaient... Il y avait pas mal de Peugeot dans la famille. Je ne sais pas pourquoi, dans Paris, il y avait plus de Peugeot que de mobylettes, motobécanes. Donc plutôt 102, et puis le 103 commençait à faire rêver. Et Monneray, donc il y avait Georges, le père, qui a été plusieurs fois champion de France, qui avait tous ses records de vitesse, et Philippe, qui était son petit dernier. Ils avaient une grande différence d'âge. Et Philippe, il a 2 ans de plus que moi, à peu près, beaucoup plus vieux, un vieux schnock, mais néanmoins, à cette époque-là, donc il était un peu plus âgé, et sous l'impulsion de son père,
il met en place une école de pilotage pour la mobilette, avec Peugeot, en partenariat avec Peugeot. Ils font ça sur l'île de Puteaux, où il y avait un stade, et ce stade leur était laissé le mercredi et le samedi après-midi, et on pouvait utiliser la piste d'athlétisme pour rouler en mobilette dessus. Et donc il y avait des chicanes, avec des fûts qui étaient mises, il y avait 3 chicanes, et on roulait toute l'après-midi sur ce truc-là. Et ça coûtait 5 francs pour aller rouler l'après-midi. Dès que je sais ça, je file avec mon vélo et je vais fureter. Bon, je finis par rencontrer Philippe, qui au départ, bon, très bien, il ne savait pas qu'évidemment, il me voit arriver comme d'autres. Et c'était 5 francs l'après-midi. Et mon grand-père me donnait 50 francs chaque Noël sur mon livret de caisse d'épargne. Et donc, j'avais ce petit magot. Alors, j'utilise ça pour aller 5 balles. Et puis, au bout de 10 semaines, les 50 francs avaient été consommés. Et puis, Philippe, on avait commencé à copiner, il était déjà super sympa, voit que j'étais motivé, il me dit, écoute, toi, je peux peut-être un truc à t'arranger, parce qu'il voyait bien que j'étais poche vide. Il me dit, écoute, tu viens avant les autres, tu m'aides à sortir les mobylettes de leur garage, tu m'aides à le mettre en place, quand tout le monde est parti, tu m'aides à ranger et on remet en dessous, et toi, tu ne payes pas. Bon, le deal était honnête. Sauf que pour ranger les mobylettes, il y avait quand même un escalier, il fallait descendre les trucs dans l'escalier, il y avait une espèce de réduit sous l'escalier où on planquait les meubles entre le mercredi et le samedi. Et donc j'ai fait ça pendant 2 ans. Et chaque année, en fin de saison, il y avait la finale du Guidonchel. Avant, ça s'appelait les Jeunes Tigres. Et comme Georges Monneret était très branché évidemment avec les pilotes, mais aussi avec les médias, c'était vraiment une personnalité, et que Philippe était déjà, avec sa gouaille, son contact sympa, c'était du bon sujet. Chaque année, il y avait les médias qui venaient, un peu de télé, et c'était la grande finale du Guidonchel, où il y avait Jean-Pierre Beltoise qui venait, Michel Rougerie, Olivier Chevalier, et nous, du haut de nos 14 ans, on était avec ces gars-là. Et donc, mon drame, c'est que j'ai fait 2 fois 3e de cette finale du Guidonchel, qui se composait de 3 épreuves. Une épreuve de vitesse au chrono, où c'était censé montrer la maîtrise. Alors du coup, on partait des parts arrêtées, il fallait faire un tour, je ne sais plus si c'était un tour ou 2 tours du circuit, et le chrono s'arrêtait quand on s'était arrêté avec une ligne blanche entre les 2 roues. Donc il fallait montrer qu'on freinait le plus tard, mais qu'on s'arrêtait là où il fallait. Bon, la vitesse se passe, j'étais pas mal. Il y avait une épreuve de gymkhana et une épreuve de théorie. L'épreuve de théorie n'était pas spécialement mon fort, mais le gymkhana, il y a un grand débat parce qu'il y avait une planche comme ça, on montait, et hop, le truc qui retombe de l'autre côté. Au milieu des graviers, il fallait passer autour des fûts, etc. Et à un moment, avec ce Peugeot Rallye 3, dans mon virage, je pose le pied dans le gravier, elle manque de me casser la gueule, je mets le pied, et plutôt que de remettre le pied tout de suite comme en trial, je le laisse traîner. Et là-dessus, Philippe me compte 10 points, 10 pieds. Alors, je m'en suis parmi. Et à chaque fois qu'on se voit, je lui dis, tu me rappelles mes 10 pieds, tu m'as piqué ma victoire, j'aurais pu faire une autre carrière. Bon, voilà. Donc il m'a piqué ma carrière ce jour-là, mais je suis revenu l'année d'après quand même. Et du coup, on est amis depuis cette époque-là, donc ça ne date pas d'hier. Et donc, on faisait ça sur des Peugeot Rallye, puisqu'en fait, il y avait des 102, des 104, des GT10, qui était le truc le mini, et puis les Peugeot Rallye pour les experts. Donc, assez vite, on avait droit au Peugeot Rallye. Donc, moi, j'ai passé mes après-midi en Peugeot Rallye. Et ce qui est assez marrant, c'est que derrière, là, il y a des photos à la fois de Georges. Donc, ça, c'est le père de Philippe avec Philippe. Georges Monneret, au moment de la finale, avec exactement le même que celui-là, hein, qui est un Peugeot Rallye avec le guidon haut. Et derrière, le mec avec le Bayard, là, c'est moi, quand j'avais 14 ans. Et ça, c'est des photos de moi lors de la finale. Les fameux cônes, avec tous les gars qui regardent, les finalistes. Là, le ministre, parce qu'on avait droit au ministre des Transports qui était venu. Et j'avais eu mon heure de gloire, parce que à l'époque, l'ORTF, Antenne 2, était venu. Et Antenne 2 avait fait un sujet. Et j'avais été interviewé sur Antenne 2. On peut vous dire qu'à Levallois-Perret, moi, j'étais devenu la vedette. Ça n'a pas duré longtemps, mais sur le moment, ça a quand même été mon heure de gloire. Donc c'est tout ça. Et puis, il y a 5 ans, Philippe me dit, tu sais que j'ai racheté un Peugeot Rallye 3, il faut que tu viennes l'essayer.
Et donc, Motojournal organisait il refaisait le record sur 24 heures avec le Peugeot 104 de Philippe. Et du coup, il m'avait dit, si tu veux, Eric, viens rouler avec nous. Donc, j'avais été là-bas. Et ça, c'était avec le Peugeot Rallye de Philippe Monneret, où j'ai fait 3 tours pour me ressouvenir. Et je me suis dit, merde, il en a un, il faut que je me retrouve un. Puis j'ai fini par en trouver un de 74 de la bonne année. Alors bon, il faut que je le restaure, mais ça, c'est moi qui vais me le refaire, moi. Ça amuse, pas trop compliqué, donc je vais pouvoir faire ça. Mais c'est parti de là. C'est parti de là. À la fois l'amitié avec Philippe, qui demeure toujours, et puis voilà, les premiers petits émois de la course, du chrono, des trucs, des classements. Premier podium, oui, parce que 3, ça fait podium quand même. Et donc, il est là, lui. Alors, Akawa, c'est une autre histoire, parce que l'Akawa, donc ça, c'est ma combine de l'époque. En fait, je récupérais les combines de papa qui étaient usées. Donc, c'est une vraie pseudo-Lewis, celle qui vous faisait les couches culottes derrière, parce qu'il n'y avait pas encore... c'est Furigan, un peu, qui a amené la bande élastique derrière dans le dos. Avant, on avait les fesses qui tombaient. Et donc, papa me dit... il voyait bien que j'étais motivé, quand même. Donc, je faisais tous les jobs possibles pour essayer de gagner ma croûte, parce qu'il m'avait toujours dit, écoute, la moto, je ne ferai rien pour t'aider. Par contre, si c'est avec ton argent, je ne t'interdirai pas. Ce qui fait que j'étais coursier. Le samedi matin, j'allais livrer des colis avec un Solex qu'on me prêtait. Et puis le vendredi soir et le samedi soir, je faisais des sonos au cercle militaire qui était près de mon école, et où j'avais trouvé un truc au black, j'étais payé 120 francs jusqu'à minuit, et les soirées jusqu'à 5 h du mat, j'étais payé 230 francs. Mais l'air de rien, je mettais tout ça de côté sur mon livret de caisse épargne. Et j'avais ma petite pelote, et donc à 14 ans, j'étais déjà prêt. Et puis papa me dit, non, 14 ans, ici c'est pas comme ça, c'est 15 ans de mobilette à la maison. Merde, donc j'ai dû attendre 15 ans pour me payer, mais ça m'a permis de me payer un 103 plutôt qu'un 102 un an plus tard. Donc j'avais un 103 SV, bon. Et puis à 16 ans, permis. Donc moi je suis né le 9 juin 60, 10 juin 76, 16 ans un jour, poum, permis, dans la poche. Je reviens à la maison, je dis, ça y est. Je dis, 125, c'est 17 ans à la maison. Bon, et je repose maintenant. Je dis, merde, c'est pas possible. Là-dessus, je connaissais quand même bien le catalogue de tous les constructeurs. Et il y avait une 125 Kawasaki, qui s'appelait 125, la 125 GT, et dont le moteur était un 100 cm3. Et Kawasaki mettait 125 sur le cache latéral, parce qu'il disait c'est un cylindre, 2 temps, 5 vitesses, pour justifier qu'il mettait 125, et que les mecs se fassent avoir alors que c'était un 100. Il y a eu un petit procès, et donc ils ont arrêté de jouer, et ils ont ramené en 76 la moto sous le nom 100. Je vais voir papa, il se rasait dans sa salle de bain, il a failli se couper. Je lui dis, papa, je veux respecter ta règle, mais je voudrais savoir, je vais trouver une 100. C'est pas une 125, et donc je compte bien me l'acheter. Il me dit, écoute, tu m'emmerdes, je savais pas que ça existait, mais je peux pas te dire non. Donc il était réglo. Et du coup, j'ai acheté ma 100 Kawa. Donc c'était absolument pas le choix, c'était un non-choix. Mais c'était la seule qui existait et qui me permettait. Et avec cette moto, j'ai fait... c'est pour ça que moi, il faut arrêter de me dire que pour pouvoir rouler et dépasser le périph', il faut des trucs qui roulent à 200 et qui fassent 150 chevaux. Là, 11 chevaux, 100 cm3, premier jour, Paris-Pamiers dans la journée, 830 km, avec la tente, les sacoches derrière. Et là-dessus, j'avais 16 ans, j'ai fait Paris-Pamiers, le fameux oncle dans l'Ariège, agriculteur. De là, rayonné avec un copain qui avait une 125 DTF, on a fait tout les cols des Pyrénées, dans tous les sens. Au bout de 5 jours, on est remonté Gorge du Tarn, tout l'arrière-pays, le Gard, redescendre ensuite les Alpes de Haute-Provence, pour aller jusqu'à Nice. On dormait, je ne sais même pas où d'ailleurs, on dormait avec la tente comme ça. Arrivé à Nice, traversé, Tour de Corse. Après le Tour de Corse, retour Nice, route Napoléon pour rentrer à Paris. 3800 bornes, 3 semaines à 16 ans, avec Pépère qui était là, et globalement une chute par semaine au minimum, puisque j'étais sur un circuit. Moi, ça m'a fait marrer quand la FFM a fait « la ville, c'est pas ton circuit », moi, c'était mon circuit partout. Hein, donc, mais du coup, je me mettais par terre. Et j'avais ce copain avec sa DTF qui me disait « Eric, tu fais chier, arrête de te foutre par terre, attaque-moi, c'est pas la peine, on est juste tous les deux ». Mais je pouvais pas.
Je ne pouvais pas, il fallait tout le temps que j'aille voir où était la limite. Et il y a un moment, la limite, tu la sais quand tu es tombé, enfin tu es déjà par terre, quoi. Mais avec celle-là, j'ai appris, elle était cabossée de partout, je lui en ai mis. Et donc la pauvre, elle a fini quasiment épave. Et du coup, il y a 6 ans, ici, à côté, en Seine-Maritime, une Sankawa, elle est mais plus belle que n'était la mienne. Parce que la mienne, je la connaissais par cœur. Quand j'étais ici, on n'est pas loin de Rouen, et donc, moi, je partais tout le temps, donc je roulais tout le temps. Dès que je pouvais, je partais et je prenais la moto. Donc j'ai été au bol avec, j'ai fait les 24 heures du Mans, j'ai fait tout, enfin, avec cette Sankawa. Et en plus, moi, la mienne, elle était multiposition, j'avais même des plaques de course que j'avais mis derrière, enfin, j'étais à fond dans le truc. Et donc, je partais comme ça, et je savais que mon embrayage commençait à être limite. Donc j'avais dans mon sac à dos, dans la musette, j'avais mes disques au cas où il les ressort. J'arrive, je quitte Paris, samedi soir, minuit, j'étais sur l'autoroute, je me suis dit, putain, je ne vais jamais arriver à la maison, moi. Je passe Rouen, et là, il y avait une côte à la sortie de Rouen, là où il y a Cottard, et là, elle ne voulait plus monter. Je vois une station-service, je m'arrête. Je dis au gars, je peux utiliser la lumière de votre station-service, je n'en ai pas pour longtemps. Là-dessus, il me dit, qu'est-ce que vous voulez faire? Je dis, j'ai changé l'embrayage. Bon, donc il se dit, lui, il est cintré. Et je couche la moto, évidemment, pour que l'huile tombe au fond. Ici, distributeur rotatif sur ces motos-là. Donc je retire le carter là, je vire le carbu, j'ouvre le carter moteur, je dévisse mes ressorts, je tire mes 10 embrayages, je mets les 9, je resserre tout ça, je referme, et en plus on est obligé de démonter le pot. Je démonte mon pot, hop, je remonte tout ça, 25 minutes, blim, c'est reparti, et rentré à la maison. Donc j'étais assez content de mon coup, parce que en réel, à minuit et demi, sur le pont de Rouen, ça rappelle les souvenirs, ça. Mais tout ça pour dire qu'à 16 ans et demi, je veux dire, le monde est à vous, une fois de plus. C'est dans la tête. Donc c'est à vous de savoir vous fixer vos limites. Et moi, cette moto-là, je n'avais pas de limite. Et ce que j'ai aimé quand on a lancé la Ténéré 700 et que j'étais avec les journalistes, c'est la première moto où je me redisais « Putain, mais là, c'est toi qui fixes les limites. La moto, elle ne t'en donne pas. Tu fais ce que tu veux. Tu veux aller en haut de la Napurna, elle ira. Hein. C'est toi qui vas lâcher avant. Hein. Si tu veux aller te faire les dunes, tu y vas. » Et ça, là encore, cette sensation de capacité de la moto qui vous amène, vous, le pilote, à donner le meilleur de vous-même. Parce que là, vous êtes à votre limite. C'est vous qui la fixez, c'est pas elle. Et bien ça, à part la moto, je ne l'ai jamais connu ailleurs. Cette possibilité d'avoir accessible un outil, un engin, qui vous amène à la limite que vous vous fixez. Et ça, moi, ma petite Kawa, c'était ça. J'avais pas de limite. Elle me donnait tout. Et ça, c'est chouette. Et je me souviens un jour comme ça, je revenais de Castres, il pleuvait en rage, etc. Avec elle. Et à un moment, je me disais, c'est pas possible, je trempé, en jean et tout, trempé. Et je me dis, il faut que je m'arrête pour me réchauffer un peu, je m'arrête, et je me vois encore, j'ouvre la porte du troquet, et le mec me voit rentrer, flof, mais je laissais un litre de flotte à chaque pas, et je vois la tête du gars qui ne savait pas comment me dire non, venez pas, et je lui ai salopé tout ça, mais je ne me rendais même pas compte, en fait, j'étais absolument pour prendre un café, et je vois encore la tête du gars derrière le comptoir qui disait non, pas lui. Mais bon, on se posait pas de questions, quoi. On se posait pas de questions, et la vie, c'est ça, quoi. La vie, c'est ça. Donc, voilà. C'est par ça que ça a commencé.